quand on grandit au Congo, il nous est tout le temps dit qu'il y a des minerais, que le Congo est riche. Mais en même temps, il y a une telle précarité au niveau de la population, au niveau des salaires. Il n'y a pas une bonne éducation, il y a des problèmes d'électricité. Mais par contre, quand on regarde même l'appareil téléphonique, quand on se dit que notre minerai se trouve là-dedans, et que nous sommes dans des conditions très précaires, il y va de soi qu'on se pose la question de d'où vient en fait ce malheur, ou d'où vient ce conditionnement, ou d'où vient en fait cette injustice en quelque sorte. Ces deux continents se côtoient depuis des siècles. Donc on a quand même 5 siècles d'histoire, 5 siècles de collaboration, de traîtrise ou d'exploitation, de tout ce qu'on veut, mais qu'il faut puiser là-dedans en fait. Il ne faut pas juste s'arrêter parce que tout ce qui nous nourrit aujourd'hui, en fait, vient de toutes ces histoires-là. Et il faut avoir le courage de le regarder en face et de l'affronter, quoi, pour construire le futur, en fait. L'idée, c'était de travailler sur les rapports nord-sud et d'arriver un peu à l'origine de la rencontre des deux continents, si on veut, plutôt que la deuxième rencontre qui est celle de la colonisation, mais remonter un peu plus avant. Et c'était cette idée de travailler au XVIe siècle, notamment sur les rapports religieux, politico-commerciaux entre l'Empire Congo, le Portugal et le Vatican. C'est autour de ces rapports que j'ai commencé en fait à répertorier les traces de ces échanges qui sont essentiellement des tissus ou alors des ivoires sculptés qui se retrouvent actuellement dans des musées en Occident. Soit c'est des musées ethnographiques, soit c'est des musées d'histoire naturelle, ou alors c'est juste des collections de cabinets de curiosités ou des cadeaux diplomatiques comme tels. Donc c'est ça qui m'a en fait amené à Rome, à la Villa Médicis. J'étais assez fasciné par cette technicité parce que c'est des coussins prestigieux et c'est fait avec une telle délicatesse, avec une telle technologie. Toute la réflexion qui venait était celle de savoir que toute cette technicité avait disparu, à la fois avec le déclin de l'Empire, mais aussi avec le départ de toute cette population en esclavage. Et ce qui est assez flagrant et frappant, c'est qu'on peut observer des formes, enfin, ou des effets optiques qui sortent de ces tissages-là, datant du XVIe, XVIIe, XVIIIe, autant qu'on peut le retrouver dans l'art abstrait qui va apparaître vers la période moderne, début XXe. Je trouvais intéressant de travailler avec ces tissus-là en tant que tels, ces motifs-là en tant que traces d'une culture, d'une civilisation, d'un choix esthétique, d'un choix politique tout autour, et du coup qui parle d'une harmonie et qui contredit en fait la propagande coloniale qui se veut amener une civilisation dans ces contrées. Évidemment, aujourd'hui, on parle de restitution, on parle des musées ethnographiques ou des objets ethnographiques ou des objets primitifs, ou ainsi on leur a donné toutes les nominations possibles. Mais simplement, je trouve qu'il n'y a jamais eu un vrai travail d'observation, d'analyse ou même d'observer leur puissance et de juste les faire reconnaître comme tels en fait. Il y a peut-être eu des mouvements de réappropriation ou d'intégration sans forcément en fait citer l'origine, sans forcément nommer cette connaissance-là, et je pense que c'est ça que je fais, c'est que j'active en fait cette connaissance-là. Je m'inspire et je célèbre ça en fait dans ma pratique artistique.